Malinda Harris est mère de 2 filles, Anna et Rose, qu'elle a élevées dans la réserve indienne des Cheyennes du Nord. Tous les 4 juillet, le jour de la fête nationale, je me refais en boucle le film de ce qui s'est passé. Et c'est toujours la même conclusion. Je ne verrai plus jamais ma fille. Ça, c'est une de mes préférées. C'était mon bébé. On était vraiment très proches. Toute la famille Harris vit dans la même rue, y compris Clara, la grand-mère. Ça, c'est de l'herbe à bison. On l'utilise pour se purifier et éloigner les mauvais esprits. Anna le faisait avec moi. C'était une très gentille fille. J'étais attachée à elle. Ma sœur était un personnage. Elle vous faisait rire, même quand vous n'étiez pas d'humeur. Elle était toujours dehors à rencontrer du monde. C'était un exemple pour moi. Elle était très affectueuse. Elle pouvait sortir les griffes, mais elle adorait son fils. Bonjour, Jeremiah. Anna a un petit garçon, Jeremiah. Son père est un homme d'une tribu voisine. Mais l'homme finit par se montrer violent et Anna retourne vivre chez sa mère. Moi qui avais eu 2 filles, j'étais très heureuse d'avoir un petit-fils. J'ai acheté une voiture à Anna. Je ne voulais pas qu'elle soit toujours à pied avec le bébé. Depuis, j'y repense constamment. Elle adorait sa voiture. Elle a acheté un siège pour bébé. Et Jeremiah aimait se faire conduire. Par exemple, pour qu'il s'endorme, elle l'emmenait faire un tour en voiture. C'est comme ça qu'elle arrivait à l'endormir. Entourée par sa famille et à seulement 21 ans, Anna a un bel avenir devant elle. Le 3 juillet 2013, tout le clan Harris se prépare pour une grande fête, le pow-wow du 4 juillet, ainsi que pour la cérémonie de mariage de Rose, la sœur d'Anna, censée se tenir le lendemain. Anna se creusait la tête pour savoir quelle robe elle porterait à mon mariage. Le pow-wow, c'est un jour où tout le monde danse et s'amuse. Anna était toute contente parce qu'elle adorait danser. Je n'oublierai jamais ma sœur en train de danser, avec ses baskets préférées. Elle ne les quittait jamais. C'était sa marque de fabrique. Moi, je me disais, elle ne dort quand même pas avec la nuit, non? L'après-midi du 3 juillet, les festivités commencent et Malinda rentre plus tôt du travail. Je suis sortie vers 14h30 et je suis rentrée à la maison. J'entendais la musique et les gens qui dansaient dans la rue. J'étais épuisée, donc j'ai dit à Anna de me laisser dormir quelques heures, puis qu'on irait voir les feux d'artifice ensemble. Elle a dit d'accord. C'est mon dernier souvenir d'elle. Elle et le bébé dans la voiture. Puis elle est partie. Mon oncle a dit qu'il avait vu ma sœur au feu d'artifice ce soir-là. Il m'a dit qu'Anna dansait, qu'elle avait l'air de s'amuser comme une folle. Il y avait un orchestre et tout le monde l'applaudissait. Un membre de la famille se propose de ramener Jeremiah pour qu'Anna puisse continuer à profiter de la soirée. Mon oncle a ramené Jeremiah à la maison pour laisser Anna s'amuser. Elle a trouvé un cordon de sécurité et elle s'est fait une écharpe avec. Elle aimait bien faire la folle. Le lendemain, Anna est censée aider Rose à préparer son mariage. Lorsqu'elle ne voit pas sa sœur arriver comme prévu, Rose met cela sur le compte de la fête de la veille. Je ne l'avais pas vue depuis la veille au soir. Pour moi, c'était juste, ok, elle a 21 ans, elle a dû danser et s'amuser toute la nuit. Plus tard dans l'après-midi, la famille se rassemble pour la cérémonie. C'était la réception du mariage de Rosie. Tout le monde était heureux. Il y avait beaucoup de monde. C'était un jour de fête, on était tous réunis.
Mais quand j'ai regardé autour de moi, j'ai dit « Où est Anna ?» Elle n'était pas là, alors qu'elle était censée venir. Où est Anna? Elle devrait être là. Ça ne lui ressemblait pas. Au fil des heures, l'inquiétude grandit parmi les proches d'Anna. La jeune femme n'est toujours pas là. Sa famille part à sa recherche. Je me suis mise devant tout le monde et j'ai dit « Merci à tous d'être là, mais je dois chercher ma sœur. » On est monté en voiture et on a cherché partout. On est allé en ville, mais personne ne l'avait vue depuis la veille. Tout ce que je me disais, c'était « Où peut-elle bien être? J'espère que ça va. » On a pris la direction de la crique. C'est là qu'on a vu la voiture d'Anna garée. On avait le cœur qui battait à 100 à l'heure. On se disait, et si elle était dans le coffre? J'ai pensé, pitié, faites qu'elle ne soit pas là-dedans. J'ai ouvert le coffre. Il était vide. J'ai regardé ma mère. Je ne savais pas si c'était bon signe ou pas. La famille d'Anna est persuadée que quelque chose de grave s'est produit. En réaction, toute la communauté soudée s'active avec Ed Joyner, chef des pompiers volontaires, à la tête des opérations. Ça ressemblait pas à Anna de disparaître comme ça. On s'est donc rassemblés pour organiser des recherches. On avait l'espoir qu'Anna soit quelque part, qu'elle ne soit pas encore rentrée. Notre but, c'était de faire tout notre possible pour la retrouver vivante. Les recherches vont durer des heures, mais toujours aucune trace d'Anna. Je me disais, elle va m'appeler. Mon téléphone va sonner et ce sera elle qui veut que je vienne la chercher. Comme la réserve des Cheyennes du Nord est sous l'autorité du gouvernement fédéral, le FBI intervient rapidement dans les recherches. Quand on est sur le terrain, on pense à un tas de choses. C'est une jeune mère avec un enfant de moins d'1 an. C'était suffisamment inquiétant pour que je participe moi-même aux recherches. On a quadrillé toute cette zone et celle-là. Comme on n'a rien trouvé, on s'est avancé plus loin, dans les collines. Tout le monde était concentré sur la même chose. Où est-elle? Puis, l'équipe de recherche fait une découverte cruciale qui pourrait bien changer le cours de l'enquête. Quand on est arrivé là, il y avait plein de voitures garées le long de la route. Un des membres de la communauté a pensé que ce serait bien de monter encore un peu. Et il est tombé sur l'aiguille dans la botte de foin. C'était l'écharpe bricolée par Anna pendant la soirée. Elle venait de l'installation des feux d'artifice. Quelqu'un avait dû l'arracher. Ça semblait peu probable qu'un autre morceau de cordon de sécurité soit arrivé jusqu'ici, aussi loin de l'endroit où les feux d'artifice avaient été tirés. On a marché jusque là-bas. La fille qui avait mis l'écharpe à ma sœur a dit « C'est ça, je lui ai mis autour du cou. » Elle avait fait un nœud bien particulier. Je me disais, peut-être qu'elle est pas loin, qu'elle est toujours en vie. Policiers et membres de la communauté concentrent aussitôt leurs recherches sur la zone autour de laquelle l'écharpe est retrouvée. De l'autre côté de l'autoroute, il y a des mobil-homes abandonnés. Les gens de la communauté sont aussitôt allés voir de ce côté-là. Ils se sont dispersés pour regarder les véhicules, examiner toute la zone. C'est là qu'un des hommes de la communauté, qui s'était glissé sous une caravane, a remarqué quelque chose qui semblait abandonné là depuis peu de temps. Ça n'était pas sale, ni poussiéreux, et quand il l'a tiré, il a vu la marque des baskets. Je me suis dit, oh non, c'est sa chaussure. Elle est portée tout le temps. Je ne l'oublierai jamais. Parfois, je dors et je commence à rêver d'elle en train de danser. À présent, les proches disposent de 2 indices.
l'écharpe et une chaussure. Mais la jeune maman reste introuvable. En voyant la chaussure, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose de grave. Je priais si fort pour qu'Anna revienne à la maison. Elle s'était peut-être fait tabasser ou attachée à un arbre. Il avait pu se passer beaucoup de choses. Il fallait la retrouver au plus vite. Dans la réserve indienne des Cheyennes du Nord, tout le monde recherche Anna Harris, une jeune mère portée disparue. La découverte de sa chaussure laisse présager le pire. Depuis le moment où elle a disparu jusqu'au moment où on a trouvé la basket, on avait encore espoir. L'espoir qu'elle était quelque part. Mais après, on se disait plutôt, qu'est-ce qui lui est arrivé? John Grinsell, agent du Bureau des Affaires indiennes et lui-même Cheyenne, est appelé pour rejoindre l'enquête. Dans de petites communautés comme celle-là, la rumeur court vite. On appelle ça le télégramme mocassin. Les gens viennent voir ce qui se passe. On a fermé la route principale. Et on a essayé de restreindre l'accès à cette zone autant que possible. Ed Joyner connaît ce côté de la réserve comme sa poche. Il se trouve que tout le terrain des deux côtés de la route, ce sont les terres de ma femme. Donc je connais le coin qui va jusqu'au mobil-home en question, ceux qu'il fallait fouiller. Les mobil-homes sont abandonnés. En principe, personne n'y habite, ce qui en fait un endroit idéal pour cacher un secret. On pensait qu'Anna était toujours là, quelque part. Il nous fallait des preuves de son passage. On est donc allé voir les mobil-homes. Ils étaient très sales, en désordre, avec des débris et des vêtements jetés un peu partout. C'était un vrai cauchemar pour tout inspecteur qui doit travailler sur une scène de crime. Après une fouille minutieuse, aucune preuve utile n'est trouvée sur le terrain des mobil-homes. Les enquêteurs n'ont pas avancé d'un pouce dans leurs recherches. Cette quête acharnée pour retrouver Anna pèse sur la famille, qui est à bout de force. Il faut savoir qu'à cette période, il faisait environ 38 degrés tous les jours. J'étais épuisée. C'était vraiment dur et la température nous compliquait la tâche. C'était horrible. Il faisait tellement chaud qu'on grillait sur place. Impossible de dormir. Et puis, on réfléchit sans arrêt et on pleure. C'était vraiment très dur pour moi. Au beau milieu de ce cauchemar, le bébé d'Anna s'affaiblit et tombe malade. Jeremiah n'avait que 10 mois au moment de la disparition d'Anna. Il tétait encore et il refusait de boire au biberon. On pensait qu'on allait le perdre. Même à la clinique, il disait qu'il était en train de s'affamer volontairement. La famille lance un appel à l'aide auprès d'autres mères allaitantes de la communauté pour sauver le petit garçon. J'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux et la personne la plus proche à avoir répondu vivait à Lame Deer. Elle m'a dit de lui amener à chaque fois qu'il avait faim. On n'avait pas d'autre solution. Je n'allais pas laisser mon neveu mourir de faim. C'était vraiment angoissant pour nous. Le 5e jour depuis la disparition d'Anna, en fin d'après-midi, la famille se rassemble chez grand-mère Clara pour une cérémonie. On pense qu'il existe de mauvais esprits, mais aussi de bons esprits. Et on ne veut pas perdre nos esprits à nous. C'est une prière. On a rappelé son esprit pour qu'elle revienne à la maison. Pour qu'elle rentre ici, chez elle. Nous voulons Anna. Ramenez-la nous. Pendant ce temps,
l'équipe d'Ed Joyner continue à remuer ciel et terre pour la retrouver. La pluie est arrivée et nous, on commençait à perdre espoir. On essayait de repérer les endroits où les oiseaux volent en cercle, en se disant que ça pouvait indiquer quelque chose d'anormal. Tandis que la nuit tombe, l'équipe de fin de journée s'apprête à rentrer des recherches. L'équipe était là, il commençait à faire nuit. Ils s'apprêtaient à faire demi-tour pour rentrer. Ils ont senti une odeur anormale étant donné l'endroit où ils étaient. Ils ont fait demi-tour, l'ont suivi, et c'est là que les phares ont éclairé le corps. L'équipe de recherche pense avoir trouvé le corps d'Anna. Le FBI et le Bureau des Affaires indiennes sont immédiatement appelés sur la scène, sans plus d'indications. On avait beaucoup d'appréhension avant de voir le corps. On était tous silencieux, perdus dans nos pensées. On essayait de se préparer à ce qu'on allait voir. Je me souviens que l'herbe était un peu plus haute. C'est là que le corps a été retrouvé. La décomposition du corps était avancée. Et l'odeur, j'ai encore du mal à l'oublier. Si vous travaillez dans les forces de l'ordre, vous connaissez cette odeur. Elle était face contre terre, les bras levés au-dessus de la tête. Elle était complètement nue. Le bas de son corps était dénudé et ses vêtements descendus jusqu'aux genoux. Mais pourtant, quelque chose sur le corps d'Anna ne trompe pas. C'est là que j'ai vu le motif en noir et blanc. La chaussure était restée à son pied. On a pu s'appuyer là-dessus pour déterminer qu'il s'agissait bien du corps d'Anna et qu'on était face à un homicide. Une jeune femme a perdu la vie. C'est un événement traumatisant. Moi qui ai 5 filles, je n'imagine même pas la douleur qu'a dû endurer sa famille. Dans la famille d'Anna, la cérémonie est presque terminée lorsque les policiers arrivent pour annoncer la nouvelle. On a entendu frapper à la porte. Je me suis dit, si c'était elle, qu'elle rentrait saine et sauve. Mais on a ouvert et on a vu les policiers. Je me souviens d'un d'entre eux. Il m'a regardé et il a dit, « Votre sœur, elle est morte. » J'étais à genoux. Je me suis mise à pleurer. Je savais plus quoi penser. Je me suis effondrée. J'étais sous le choc. Les mots ne peuvent même pas décrire cette douleur. Ça m'a fait tellement mal que ma sœur, ma petite sœur, la seule que j'avais, était partie. La nuit où ils l'ont trouvée, une partie de moi est morte. Quelqu'un nous l'a prise. Pourquoi? Pourquoi lui faire ça à elle? Les enquêteurs retrouvent le corps d'Anna Harris. La famille est invitée à se rendre à la morgue. Je me revois tout le temps arriver à la morgue. Ils avaient essayé de masquer l'odeur de ma sœur. Je me souviens me dire, quelle horreur. Je ne veux pas te voir comme ça. C'était dur. Et cette odeur, je ne l'oublierai jamais. Je n'ai pas pu dire au revoir à ma fille, ni l'embrasser. Je n'ai rien pu faire. Je l'ai prise dans mes bras à la morgue. Mais elle était dans un sac. Tout était trop irréel.
Elle était dans un sac. On a pris le sac dans nos bras pour sentir le corps d'Anna. Mais ce n'était plus que de la bouillie. Je devenais folle en pensant à ma petite fille, à ses souffrances. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Je n'aurais pas dû vivre ça. Personne ne devrait. La chaleur du mois de juillet empêche de procéder à une autopsie en règle. Même si à première vue, pour un enquêteur, la scène faisait penser à une agression sexuelle, il y avait le problème de la décomposition du corps, qui était bien avancé. À cause de ça, beaucoup de preuves ont été perdues, et la dégradation du corps nous a empêchés de déterminer la cause du décès. Avec si peu d'éléments de réponse apportés par le corps, les enquêteurs changent de stratégie. Ils cherchent à savoir avec qui Anna a été vue pendant sa dernière nuit. Anna était une jeune femme attirante. Elle a une écharpe, elle danse avec tout le monde, elle s'amuse. Elle n'est sûrement pas passée inaperçue. Des témoins se souviennent l'avoir vue passer une partie de la soirée avec un homme de la région, un certain Lyle Holmes. C'est une fille très avenante. Lyle Holmes est un jeune homme. Elle est montée dans sa voiture pendant quelques minutes. Les enquêteurs s'interrogent alors sur un éventuel flirt qui aurait mal tourné. On voulait l'interroger, mais il a entendu qu'on le cherchait et s'est présenté lui-même. On a donc pu lui poser des questions. Sous la tente du camp de base monté par le BIA, Holmes admet avoir fait monter Anna dans sa voiture, mais affirme n'y être resté qu'un court instant, avant que chacun parte de son côté. Des témoins confirment sa version. En fait, il avait un bon alibi, très solide. On l'a donc éliminé de la liste des suspects. Les enquêteurs tentent de retracer les déplacements d'Anna après qu'elle ait quitté la fête. Il semblerait qu'elle soit allée dans un débit de boisson. Anna voulait sortir, parce qu'elle ne pouvait plus tellement depuis qu'elle avait eu Jeremiah. Donc elle est allée au Jimton Bar. Le Jimton Bar est à quelques mètres de la réserve, parce que dans la réserve des Cheyennes du Nord, la vente d'alcool est interdite. Le bar est très animé pendant la période des pow-wow. Tout le monde va à Jimton pour boire un verre. On sait qu'Anna n'est pas morte là-bas, donc on veut savoir avec qui elle est partie du bar. Les policiers demandent à voir les images de vidéosurveillance tournées le soir de la disparition d'Anna et tombent sur une nouvelle piste. La vidéo montre distinctement Anna en pleine conversation avec un homme et une femme. Ils ont quitté le bar, mais on ignore où ils sont allés, une fois sortis du champ de la caméra. Le couple est identifié. Il s'agit de Gina Roland et Garrett Wada. En ville, la nouvelle circule. On dit qu'ils seraient les dernières personnes à avoir vu Anna en vie. Lorsque Malinda l'entend, elle réagit aussitôt. J'entrais dans le supermarché et j'ai vu Gina. Je suis allée la voir. La première chose que je lui ai dit, c'est « Monte dans ma voiture, on va au commissariat ». C'est la dernière personne qu'on a vue avec ma fille. Elle a dû voir quelque chose. Donc on est allé au commissariat. Les enquêteurs interrogent Gina sur la nuit du 3 juillet. Elle nous a raconté qu'ils ont passé la soirée avec Anna, qu'ils ont fait la fête ensemble jusqu'au petit matin. Gina et Garrett ont quitté le bar avec Anna. Puis, ils sont montés dans sa voiture. Gina a dit qu'il y avait une quatrième personne dans le véhicule. Quelqu'un qui portait un fedora et qui sentait mauvais. Gina et Garrett affirment tous les deux Quelqu'un qui portait un fedora et qui sentait mauvais.
Gina et Garrett affirment tous les deux qu'Anna les a raccompagnés jusqu'au mobil-home où eux et l'homme au chapeau squattaient. Ils sont allés dans les mobil-homes, à 6 ou 7 kilomètres du chemin. Gina raconte qu'à 1h30 du matin, Anna est montée dans sa voiture avec l'homme au fedora et qu'elle est partie avec lui. Puis, Gina décrit presque comme dans un film, voir la lumière des feux arrière disparaître lentement. On savait donc qu'il fallait retrouver l'homme au fedora. Une semaine après le meurtre, tout le clan des Harris se rassemble pour les obsèques d'Anna. Parmi les invités éplorés, un homme n'est pas le bienvenu. C'est Skyler, le père de Jeremiah. J'avais vraiment très peur du père de Jeremiah, parce qu'il pouvait se montrer violent. Quand il est arrivé, j'ai dit à tout le monde, ne le laissez pas tenir le bébé. Je craignais qu'il l'emporte. Je venais de perdre ma fille. Je n'allais pas aussi perdre mon petit-fils. Malinda appelle la police pour veiller à ce que Skyler n'essaie pas d'emporter Jeremiah. Il a vu que j'avais la garde temporaire de Jeremiah. Les policiers ont également quelques questions à poser à l'ex-compagnon violent d'Anna. Le BIA, le Bureau des Affaires indiennes, est venu lui parler. Il fallait savoir s'il était impliqué dans la disparition d'Anna. Il pouvait très bien être l'homme au fedora. Même s'il s'était séparé d'Anna, ça restait un suspect potentiel. Il s'avère que Skyler a un alibi solide. Il était en voyage au moment du meurtre. Une version des faits que confirment ses proches, présents aux obsèques. Ce n'était pas lui. Au moment des faits, il était dans le Dakota du Sud. Les policiers n'ont toujours pas identifié l'homme au fedora. Mais un renseignement donné par un membre de la communauté va leur ouvrir une nouvelle piste. Randy Littlebird. Un jour, Randy était sous. Et il avait commencé à se vanter en disant qu'il avait quelque chose à voir avec l'affaire Anna Harris. Les enquêteurs mettent la main sur Littlebird, qui nie une quelconque implication dans la mort d'Anna. Il faisait son macho pour se faire respecter. C'était n'importe quoi. Je me suis dit, pourquoi vouloir être associé à quelque chose comme ça? C'est incompréhensible. Le temps passe et le coupable court toujours. Au sein de la communauté, la peur et les tensions règnent. Je ne vais pas mentir, j'avais peur. Est-ce que j'étais la prochaine? Il y avait un meurtrier en liberté. Et personne dans la communauté ne savait comment ça allait tourner. Au moins, on aura toujours une part d'elle avec Jeremiah. J'y repense souvent. En regardant Jeremiah, je revois son sourire. Je sens sa présence. Il a un peu de sa maman en lui. Vous la revoyez en ce moment? Éteignez ça. C'était difficile, parce qu'on savait qu'on mettait toute notre énergie sur cette affaire. Mais la communauté ne s'en rendait pas compte. Ils poussaient les forces de l'ordre à arrêter quelqu'un au plus vite, parce qu'ils étaient une communauté qui réclamait justice pour une de leurs filles. Anna Harris était au même stade dans sa vie que l'est ma fille aujourd'hui. Ça me touche encore beaucoup, même si 5 ans sont passés. On a buté sur des obstacles. Et c'était très frustrant de voir, dans la communauté, pas tant de l'hostilité, mais de la frustration et des tensions. Plusieurs fois, pendant l'enquête, je suis venu ici, juste pour m'asseoir un peu.
Nous autres Amérindiens, nous sommes imprégnés de spiritualité. Alors je venais ici et je me disais, qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'oublie? Je roulais en ville en réfléchissant à l'enquête et je me suis arrêté au supermarché. J'ai remarqué leurs caméras de sécurité. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être trouver d'autres images de vidéosurveillance d'Anna qui dateraient de ce soir-là. Donc, on a commencé à récupérer toutes les images de vidéosurveillance des boutiques de Lame Deer. La banque, le supermarché, mais on n'a rien trouvé. Il manquait encore beaucoup de pièces pour reconstituer le puzzle. Mais quand on est arrivé au Cheyenne Depot, on a enfin trouvé ce qu'on cherchait. Les images des caméras de sécurité à l'extérieur du magasin, qui fait aussi station-service, montrent qu'Anna était là après sa soirée au bar, aux alentours d'1h30, à l'affût du moindre indice, aussi minime soit-il. Ils se sont arrêtés à la pompe. Il me semble que c'était la numéro 8. Gina Roland et Anna Harris sont entrées dans le magasin. Elles achètent quelques articles, puis elles reviennent, remontent dans la voiture et s'en vont. Les enquêteurs se repassent les images en boucle et remarquent un détail étrange. L'homme mystère au fedora qu'ils recherchent inlassablement ne se trouve pas dans la voiture. Ils avaient décrit l'homme au fedora comme un type costaud. Le siège bébé était encore à l'arrière. Donc vous imaginez deux grands gaillards tenir tous les deux derrière, avec un siège bébé? Ça semble un peu compliqué. Les images des caméras de sécurité, ça ne ment pas. À ce stade, il était clair que Garrett et Gina avaient menti. Les enquêteurs découvrent que Gina Roland et Garrett Wada ont menti au sujet de l'homme au fedora, soi-disant présent lors de la dernière nuit d'Anna Harris. Ils se concentrent alors une nouvelle fois sur le couple de suspects et finissent par apprendre certains faits troublants. Un membre de la famille de Gina avait une voiture que Garrett a empruntée le 5 juillet. Quand Garrett a rendu la voiture, après l'avoir utilisée quelques heures, elle avait une forte odeur. Avec le lieutenant de la BIA, on a immédiatement décidé d'aller saisir le véhicule. On a saisi le siège arrière comme pièce à conviction et on l'a envoyé au laboratoire du FBI pour le faire analyser par les experts médico-légaux et les experts en ADN. On voulait savoir si l'ADN d'Anna se trouvait sur le siège. Entre l'ADN et l'odeur caractéristique, il semblerait que Garrett ait emprunté la voiture pour emmener le corps d'Anna dans les bois. Les preuves relevées indiquent une activité criminelle, sans pour autant incriminer directement Garrett ou Gina. Les jours et les semaines passent, et au sein de la famille et de la communauté, la colère monte. Ils exigent que les autorités procèdent à une arrestation. Roland and Wada denied they had anything to do with Harris's death, even telling investigators another man was there that night. On n'a pas baissé les bras. On a organisé des marches. On a brandi des pancartes devant le commissariat. On a pris un grand panneau en bois et on l'a peint en rouge avec des lettres bleues. On a écrit « Justice pour Anna ». On l'a posé à un grand carrefour pour que tout le monde puisse le voir, la police et les procureurs. On voulait leur faire savoir qu'on attendait des réponses, des résultats. Fuyant les tensions, Gina se réfugie dans le Dakota du Sud, tandis que Garrett s'envole pour le Wyoming. Les enquêteurs demandent aux autorités de chaque État de garder un œil sur leurs suspects. Et après quelques longs mois d'attente, un appel va changer le cours de l'enquête. On a été en contact avec un agent du BIA du Dakota du Sud. Il disait tenir une piste. Il a dit qu'une femme était venue le voir en disant « J'ai des informations sur un meurtre qui a eu lieu dans le Montana ». La femme affirme qu'un soir où Gina Roland était très alcoolisée, celle-ci lui a avoué avoir laissé Anna Harris pour morte, face contre terre, dans la réserve des Cheyennes du Nord.
Toutes les analyses médico-légales, les interrogatoires, tous les mensonges accumulés et archivés, tout s'éclairait à la lumière de cet aveu. C'est ça qui nous a permis de résoudre l'enquête. L'informatrice rapporte aux policiers toute l'histoire racontée par Gina. La nuit du 3 juillet, Anna s'écroule comme une masse dans la chambre, tandis que Gina et Garrett s'endorment dans le salon du mobil-home. Gina a été réveillée par des bruits dans l'autre pièce. Elle est allée voir ce qui se passait. Et là, elle a vu Garrett en train de violer Anna. Anna a essayé de le repousser et a frappé Gina au passage. Ça a rendu Gina tellement furieuse qu'elle l'a rouée de coups. Au point qu'Anna s'est évanouie. À ce moment-là, Anna n'a plus aucune chance. Ils l'ont enveloppée dans un drap. Ils l'ont traînée à l'extérieur du mobil-home. C'est là qu'Anna a dû perdre sa basket noire et blanche. Puis, Gina l'a posée par terre, ce qui a bloqué les voies respiratoires d'Anna. C'est ça qui a provoqué sa mort. Le lendemain matin, quand ils se sont rendus compte qu'elle était morte, ils ont commencé à faire disparaître les preuves. Gina et Garrett prennent alors la voiture d'Anna pour se débarrasser des preuves. Ils jettent son écharpe par la fenêtre et abandonnent son véhicule sur le bord de la route. Sa voiture a été retrouvée à 2 km de la voie rapide sur Muddy Creek Road. Puis, Garrett emprunte la voiture d'un proche pour jeter le corps dans les bois, une chaussure toujours attachée au pied d'Anna. Après 9 mois interminables, sur instruction du FBI, Gina Roland est arrêtée par la police du Dakota du Sud. John Grinsell, agent du Bureau des Affaires indiennes, se rend lui-même dans le Wyoming pour placer Garrett Wada en garde à vue. Je crois que l'un des moments les plus satisfaisants dans cette enquête, c'était de passer les menottes à Garrett Wada et de lui dire qu'il était en état d'arrestation pour le meurtre d'Anna Harris. Penser à la famille, pouvoir les aider à faire leur deuil, c'était très important. Que la communauté puisse enfin aller de l'avant. C'était bien. C'est beaucoup d'émotions. En avril 2014, Gina Roland et Garrett Wada plaident tous les deux coupables. Gina est condamnée à 22 ans de prison pour son implication directe dans le meurtre d'Anna Harris. Malinda se souvient parfaitement du jour où elle a emmené Gina au commissariat pour être entendue. Sur le moment, je ne savais pas que j'étais en voiture avec l'assassin de ma fille. Elle a eu le culot de se pencher vers mon petit-fils et de dire « Oh, le bébé d'Anna !» Elle riait, elle l'a touché. Ça me rend folle, parce qu'elle était assise là, alors qu'elle avait tué ma fille. La revoir caresser mon petit-fils comme si de rien n'était. Quand je regarde en arrière, ça me rend furieuse. Pour avoir été complice du meurtre, Garrett Wada écope de 10 ans de prison. Ça a été difficile à avaler. Que quelqu'un puisse tuer une personne, dissimuler le corps et tout le tintouin, et qu'il ne soit pas condamné à passer 40 ou 50 ans en prison. Ce n'est pas mon idée de la justice, mais c'est comme ça. C'est comme ça, j'imagine. Rien ne me rendra ma sœur. C'est ça qui fait le plus mal. Ma meilleure amie n'est plus là. Ça, c'est le lieu de réunion familiale pour le 4 juillet. Ce genre d'événement reste douloureux parce que les souvenirs remontent à la surface. Mais j'essaye de me reprendre en me disant que ça va aller, que tout va bien se passer. En général, j'essaye de sortir, de m'amuser et de tout oublier. Ça va faire 5 ans maintenant. En général, on invite la police et les amis d'Anna.
Il y a du monde qui vient chaque année. Aujourd'hui, on va faire une cérémonie du souvenir pour Anna. Peu importe le nombre d'années, une mère se souviendra toujours. Mais parfois, la douleur du passé est difficile à surmonter. C'est très dur pour moi d'avoir simplement envie d'aller au feu d'artifice en sachant qu'il y a 5 ans, je n'y suis pas allée avec ma fille. Depuis qu'elle est morte, chaque année c'est comme ça. Mais j'y vais pour mon petit-fils. Je ne veux pas qu'à cause de mon chagrin, il se retrouve pénalisé, même si je n'ai pas envie d'y aller. Je ne veux pas que ça l'affecte. Donc je l'emmène toujours voir les feux d'artifice. Jeremiah, viens. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quoi? Le 4 juillet. On a attendu toute la semaine pour allumer tes feux d'artifice. C'est ce soir, tu te souviens? Oui. C'est très dur. On lançait toujours des feux d'artifice avec elle quand elle était là. On le fera ce soir, mais elle ne sera pas là, et ça me rend triste. Mais elle est encore là, d'une certaine manière, avec Jeremiah. Il nous reste au moins ça. Tu sais quel jour on est aussi? Le jour où ta maman est morte. Oui. Elle nous manque beaucoup, pas vrai? Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Quand je ferme les yeux, je revois tout comme si c'était hier. Même 5 ans après. J'y pense beaucoup. Ça fait encore très mal.